Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Aujourd'hui, nous allons parler d'énormément d'actualités, mais je voulais faire un point sur Ethereum. Sur Ethereum et sur l'envolée de l'Ether. On va revenir sur l'historique associé à ça, la dominance BTC Ether. Je vous donne mon avis sur le prix de l'Ether, jusqu'où ça peut aller selon moi lors de ce cycle. On va même parler de vision long terme. Bref, on va parler d'énormément de choses. Il y a eu plein d'actualités assez énormes ce week-end en fait. Je vais vous parler de Pump.fun, on va parler de Tether, d'Ethena, de finances décentralisées, de plein de choses différentes avec un zoom sur l'Ether. On va commencer avec le cours des cryptos. On a un BTC à 118 000 $, un Ether à 3 840 $ plus 2%, Solana plus 9%, quasiment 200 $, ADA en hausse aussi, Dogecoin en hausse plus 10%, XRP se porte très bien aussi. Et première news, regardez, MicroStrategy qui continue d'acheter massivement du BTC, 739 millions de $, 6220 bitcoins. Ils sont à 600 000 bitcoins, 607 000 bitcoins, quasiment 1% de la quantité qu'ils avaient, ils viennent d'en racheter. Imaginez s'ils continuent à ce rythme, 1% à peu près par semaine. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, ils auront potentiellement 50% de BTC de plus. C'est quand même énorme. Imaginez les 900 000 BTC, les 1 million de BTC. Je suis sûr qu'ils visent au moins 1 million de BTC sur le long terme pour se rapprocher de la quantité de Satoshi Nakamoto. Bref, MicroStrategy a été copié par plein de sociétés différentes. Je vous le dis et je vous le redis. Je pense que c'est ce qui contribue aussi à la hausse de l'Ether. Ether, 3 843 $. Énormément de bonnes nouvelles autour de l'Ether ces derniers temps, j'arrête pas de vous en parler, les Ethereum Treasuries Company qui sont en train d'accumuler de l'Ether, une nouvelle d'ailleurs vient d'être annoncée, c'est vraiment, ça vient de tomber, ça s'appelle The Ether Machine. Ils veulent être listés sur le Nasdaq. Ils ont déjà 1,5 milliard de $, prêts pour acheter des crypto-monnaies. Ils ont reçu en fait 400 000 Ether de l'un des fondateurs en fait de Ether Machine. Ils ont aussi ensuite des investisseurs externes qui vont qui vont mettre de l'argent pour pouvoir acheter de l'Ether, Blockchain.com, Electric Capital, Kraken, Pantera Capital, bref, des gens très connus dans l'écosystème. Ils vont faire une sorte d'introduction en bourse prochainement qui va permettre d'avoir le token qui va être coté en bourse et obtenir 1,5 milliard d'Ether. Alors ça représente quoi 1,5 milliard d'Ether? Et bien ça ferait d'eux la première société en termes d'Ether détenus. Vous avez ce site, je vous le recommande, strategic.reserve.xyz qui liste justement les plus grosses entités qui ont de l'Ether. Aux deux premières places, on a deux sociétés qui ont la même stratégie que MicroStrategy, Bitmain et Sharplink. Ils ont quasiment la même quantité d'Ether, 1 milliard de $ chacun d'Ether, 300 000 Ether et 280 000 Ether. Sharplink Gaming, on a à sa tête, ou le chairman, on a Joe Lubin, le cofondateur d'Ethereum, le fondateur de Consensus, la société derrière MetaMask. C'est un ancien du monde de la finance, il connaît bien les rouages de Wall Street et il est en train de copier et d'améliorer la stratégie de MicroStrategy. Ils font plein de choses, ils font du staking aussi. Il y a Bitmain aussi, mené par Tom Lee, de mémoire. C'est aussi quelqu'un de très connu dans l'écosystème crypto, écouté par Wall Street. Ils sont en train de se faire vraiment il y a une concurrence entre eux. Une semaine sur l'autre, on a Sharplink qui dépasse l'autre et Bitmain qui repasse devant. Bref, c'est vraiment la course à qui va accumuler le plus d'Ether. Bitmain, ils visaient dans les 5% de tous les Ethers en circulation. Bref, en tout cas, ils visent une quantité énorme. Ils sont à 0,25%, donc ils sont loin. Et il faut quand même relativiser les choses. À l'échelle de MicroStrategy, c'est vraiment tout petit, hein. Là, on est à 1 milliard chacun. MicroStrategy, ils ont 600 000 bitcoins, ça représente les 70 milliards de $. Donc c'est vraiment beaucoup plus élevé. Mais je pense que moi, ma conviction, c'est que sur l'Ether, il ne va pas y avoir un monopole comme MicroStrategy. Il va y avoir plusieurs sociétés qui vont obtenir des milliards de $. On n'aura pas un seul gros comme MicroStrategy. Je pense que c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'on est en train de constater avec les deux premiers. Je vous ai dit, il y a de Ethereum, de Ether Machine aussi qui va arriver aussi, qui va faire vraiment la course avec les deux premiers. Donc plein de choses autour de ces Treasury Company. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fondation Ethereum, qui est d'ailleurs la troisième entité qui a le plus d'Ether, dépassée par Bitmain et Sharplink Gaming, qui a vraiment changé son fusil d'épaule. Jusqu'à maintenant, c'était comment faire en sorte d'améliorer les performances et améliorer la vie au L2, donc les blockchains de niveau 2 sur Ethereum, tels qu'Arbitrum, Optimism, Base. Ils ont oublié, ils ont mis de côté le scaling, c'est-à-dire l'amélioration technique, d'augmenter les performances
performance du réseau principal, ça a changé dernièrement. Il y a un changement à la tête de l'Ethereum Foundation et ça a complètement changé. Il y a une vision beaucoup plus intéressante. Ils visent une quantité énorme, faire un x100, faire une quantité beaucoup plus élevée du nombre de transactions par seconde. Ils visent 1 gigagaz alors qu'actuellement on est à 40 mégagaz. Bref, c'est vraiment tout petit et il y a une quantité énorme d'améliorations qui peut être encore réalisée. D'ailleurs, les premières les premières améliorations sont en train d'arriver. Les validateurs n'avaient pas augmenté la limite de gaz, qui est la limite d'une certaine manière du nombre de transactions qui peuvent être inclus dans un bloc. Ça, c'est en train de changer petit à petit. La majorité des validateurs sont en train de voter pour cette augmentation. Ça a légèrement augmenté, c'est en train d'augmenter. Là, c'est passé à 37 millions, c'est 3% de plus que les 36 millions précédemment, et ça va continuer de monter. Si ça avait augmenté en février un peu, et depuis, c'est en train de monter. C'était passé de 30 à 36 millions, et là, ça va encore augmenter. Je vous ai dit, là, on vise le giga alors qu'on est à peine en méga actuellement. Donc ça va améliorer beaucoup les performances. Donc là, il se passe plein de choses sur Ethereum. On a la finance traditionnelle qui est en train d'arriver sur Ethereum. On a le cours d'Ethereum qui a vraiment explosé. Par rapport, par exemple, regardez, il y a 3 mois, on devait être autour de 1300$. Et là, c'est en train de monter énormément. Et du coup maintenant, c'est quoi ma conviction sur l'Ether? Est-ce que 3800 c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Et pour comprendre ma conviction, il faut un peu remonter le temps et se rappeler de la dominance du Bitcoin par rapport à d'autres cryptos et par rapport à l'Ether. On a ce graphique, est-ce que vous connaissez? C'est sur CoinGecko, c'est basique, vous le trouverez quand vous cliquez sur la dominance ici, qui vous affiche très simplement en couleur la dominance des blockchains l'une par rapport à l'autre. Ce graphique vraiment permet de remettre les choses en perspective. Jusqu'en 2017, le BTC était extrêmement dominant, 80%, 90% de dominance. Et d'un coup, l'Ether a pris des parts de marché lors de la bulle des ICO. C'est personnellement à cette période que j'ai investi sur l'Ether. C'était la folie à l'époque. Tout le monde voulait sa part des ICO et Ethereum était la base de tous ces projets. Donc en fait, on avait une sorte de bulle, c'était une bulle des ICO clairement, et on avait Ethereum qui était là comme fondation. On a eu ensuite la bulle des NFT, Ethereum en a profité. Là, certains parlent de bulle des stablecoins, mais bon, c'est pas une bulle, c'est une utilisation réelle. On a énormément de stablecoins et on a encore une fois Ethereum qui est la base de tout ça. On est en train de voir du coup énormément d'usages différents avec Ether comme fondation. Et ce qu'on remarque en fait, lorsqu'il y a eu cette bulle, on a eu une période autour de juin 2017. On a eu en fait l'Ether qui s'est rapproché grandement du Bitcoin. Regardez, ici, le 15 juin 2017, on avait un Ether qui avait 30% de la capitalisation de toutes les cryptos et un BTC qui était à 38%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était proche, l'Ether du BTC. Et pour le voir aussi, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap, ils ont un outil historique qui est très sympa pour visualiser à une date donnée à quoi ressemblait CoinMarketCap, donc la liste des plus grandes crypto-monnaies. Et regardez, on avait la market cap du Bitcoin qui était à 40 milliards de dollars et la market cap de l'Ether qui était à 33 milliards de dollars. Alors oui, ça fait rêver, un BTC à 2400 dollars, un Ether à 361 dollars. Mais on se rend compte en fait que l'Ether, à l'époque on parlait de flipping, il était sur le point potentiellement de dépasser le Bitcoin. Honnêtement, je ne pense pas que ça va arriver maintenant, en tout cas avec ce qu'on est en train de voir, le BTC pour moi aura toujours la première place. C'est la réserve de valeur choisie par les États, qui sera choisie par plein de pays différents. Je pense que le Bitcoin a clairement fait sa place comme une crypto à part, et moi je suis convaincu qu'il va rester premier. Mais je pense que l'Ether est en train de faire sa place, et de toute façon je crois qu'il l'a déjà fait, comme étant la crypto-monnaie numéro 2, lui aussi à part. BTC, réserve de valeur, Ether, cette sorte de pétrole numérique utilisé dans le nouveau monde de la finance, cette sorte de monnaie utilisée pour cet Internet décentralisé. Il y a cette finance aussi décentralisée, bien sûr, qui est largement utilisée et que Wall Street est en train de découvrir. Mais Ethereum, il est à part. Il est à part, ils innovent, ils font plein de choses. Ils sont en train de développer plein de choses sur Ethereum, d'augmenter les capacités du réseau Ethereum, développer les L2, développer l'amélioration du réseau principal, ce qui veut dire qu'on aura un nombre de transactions complètement délirant si on prend en compte l'ensemble de l'écosystème Ethereum L1 plus L2 d'ici quelques années. On pourra viser 100 000, 1 million de transactions, des chiffres qui sont complètement hallucinants aujourd'hui, on peut les imaginer plus tard. Et du coup,
En fait, ce que je voulais dire, je me suis un peu perdu, mais ce que je voulais dire, c'est que la dominance actuelle du Bitcoin par rapport à l'Ether, elle est écrasante. On est à 60% pour le BTC et on est à 11% pour l'Ether à peu près. Il y a un x6 quasiment entre les deux, x5 à x6. Alors que on a pu voir que le BTC s'est déjà rapproché grandement de l'Ether précédemment. L'Ether s'est rapproché du BTC. Et en fait, moi, je ne crois pas à cette dominance écrasante de x6 de l'Ether. Je pense qu'on va revenir comme en 2022 par exemple. On avait l'Ether qui était quasiment à la moitié du BTC, 18% contre 42%. 2023 aussi, on était 18%, 46%. On était à des niveaux qui étaient beaucoup plus acceptables. Et moi, je pense vraiment qu'on peut cibler ma thèse d'investissement, on va dire, sur le BTC et l'Ether, c'est que l'Ether vaut au moins la moitié du BTC avec tous les cas d'usage qui arrivent et tous les cas d'usage déjà en cours et tout ce qui arrive et Wall Street, etc. Pour moi, viser la moitié, c'est vraiment pas déconnant pour l'Ether. Il a fait sa place comme une crypto à part, on l'a vu, il y a eu les ETF BTC, il y a eu les ETF Ether ensuite. Et pour l'instant, il y a plein d'institutionnels qui disent non, on investit sur le BTC et l'Ether uniquement. Et je pense que ça va continuer comme ça avec le BTC et l'Ether vraiment à part. Donc, si on considère en fait que le BTC peut faire x2, enfin plutôt que l'Ether peut se rapprocher de la moitié de la capitalisation du BTC, ça veut dire en fait que l'Ether peut faire encore un x2,5 à peu près. x2,5 x 3800, ça fait globalement 10 000 $ si on arrondit. Donc pour moi, lors de ce cycle, oui, l'Ether à 10 000 $, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Après, moi je suis pas en train de faire du trading et je vous dis, moi je suis investisseur très long terme sur l'Ether, donc il n'y a pas d'ordre de vente ou tout qui sont définis à 10 000 $. Je vous expliquerai peut-être un autre jour ma thèse sur justement les cryptos que je hold sur du long terme, comment je vois tout ça. Mais en tout cas, l'Ether, pour moi, 10 000 $ lors de ce cycle, c'est clairement atteignable. Le BTC, sachant, et ça surtout je vous ai dit 10 000 $, c'est si le cours du BTC reste à ce niveau-là. Donc x 2,5, 10 000 $, c'est assez conservateur. Mais ceux qui voient le BTC, et moi le premier, je vois le BTC plus haut que ces 120 000 $, imaginez le BTC il fait dans les 250 000 $, et ben l'Ether, s'il fait toujours la moitié, ça ferait du 20 000 $. Donc je sais pas si vous réalisez encore le potentiel gain que peut encore faire l'Ether. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'aller parier sur les altcoins. Donc Ether, pardon, je reviens sur x5 potentiellement ce cycle par rapport aux altcoins. Est-ce que déjà l'Ether est en train de surperformer ou pas les altcoins actuels? Si on prend juste le top 50 là de CoinGecko, eh ben l'Ether, sur une semaine, il surperforme largement la majorité. Peut-être tu dois avoir le Dogecoin qui est au-dessus. Sur une semaine, on a l'Ether qui est à du 20 et quelques %, 27%. Et la plupart des autres sont en dessous de ça. On a le Dogecoin qui a 38%, mais la plupart sont en dessous de 27%. C'est que sur une semaine. Mais moi, je pense en fait que l'Ether surperformera la plupart des altcoins. Alors bien sûr, si vous êtes un spécialiste des altcoins, que vous utilisez de la data, que vous êtes vraiment quelqu'un qui va chercher des données et qui a une capacité d'analyse complètement incroyable et qui est un des meilleurs investisseurs crypto spécialisés sur les altcoins, il est possible que vous arriviez à surperformer l'Ether. C'est quelque chose qui est, oui, clairement possible. Et je dis pas que c'est pas bien de faire ça. Je dis juste que la plupart des gens, pour moi, n'auront pas cette capacité à surperformer le marché global crypto. Si on est encore sur un x3, je vous dis là, par exemple x5 de l'Ether, il faut que vous ayez comme benchmark l'Ether, par exemple, sur votre altcoin. Si votre portefeuille d'altcoin n'arrive pas à surperformer l'Ether, il y a un problème. Choisissez, enfin, l'Ether, on peut le considérer comme un altcoin. Historiquement, c'était considéré comme un altcoin. BTC et les autres, c'est des altcoins. Mais si votre portefeuille ne surperforme pas l'Ether, il y a un souci. Et ça va être pour moi très difficile avec la quantité de crypto disponibles de surperformer l'Ether. Il y en aura qui vont surperformer. Il y en aura peut-être, je sais pas, vous allez avoir un portefeuille de 20 cryptos, il y en aura peut-être 10 qui vont surperformer l'Ether et qui vont faire un x10, un x15. Mais peut-être moins. Peut-être certaines vont aller à zéro. Peut-être que... Et du coup, votre rendement global, il risque d'être en dessous des 5%, pas mal de chances, en dessous des x5, on va dire. Et c'est ça toute la question que vous devez vous poser quand vous construisez votre portefeuille. C'est des choses que je dis aux personnes que j'accompagne dans le cadre de mon accompagnement personnalisé sur les cryptos. Je dis, attention, si vous êtes sur les altcoins, il y a moyen d'avoir des altcoins dans un portefeuille. Il faut juste bien définir la proportion, bien se dire quel est votre objectif et jusqu'où les risques que vous êtes prêt à prendre en fait. Et surtout en fonction de la taille de votre capital. Quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros ne prend pas les mêmes risques que quelqu'un qui a un capital de 100 000 euros, qui ne prend pas les mêmes risques que quelqu'un qui a un capital de 500 000 euros. C'est des choses qui sont différentes. Donc, tout ça pour dire, les altcoins, voilà, il y a tout le sujet. Altseason, pas altseason, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. Mais Ethereum, je reste extrêmement bullish sur Ethereum.
Et là, je vous ai dit sur ce cycle ce que je pense qui peut être possible, hein, les 10 000 $. Mais sur le long terme, vous imaginez bien que si je vise un 10 000 $ sur ce cycle, sur le long terme, je vise beaucoup plus. Donc oui, après ce cycle, pour moi, il y a encore potentiellement un x10 qui peut être réalisé, mais sur du long terme. Et sur du long terme, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans non plus. C'est vraiment du long terme. 10 ans, pour moi, on commence à parler de long terme à partir de 10 ans. Et en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Je sais pas si vous réalisez, mais l'Ether a été lancé il y a 10 ans. Donc on a bien encore... imagine tout ce qui a été accompli en 10 ans et tout ce qui peut être accompli encore en 10 ans. Et quand on voit ça, on se dit oui, il y a encore de la place de faire plus que x10 par rapport à maintenant pour l'Ether. Je n'ai absolument rien contre le Bitcoin. J'adore le Bitcoin aussi. Je suis pas un maximaliste Ether. Je suis pas un maximaliste BTC. Je suis un maximaliste des bons investissements. S'il y a des bons investissements à faire en altcoin, je fais des investissements en altcoin. Mais voilà, je voulais donner mon avis vraiment sincère sur la position de l'Ether. Je sais que j'ai continué à être bullish sur l'Ether. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, même il y a 3 mois, même en avril quand on avait l'Ether à 1300, j'étais extrêmement bullish dessus. Et je le suis toujours. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si c'est des choses que vous voulez d'ailleurs un peu travailler, l'aspect construction du portefeuille, si vous voulez aussi bien travailler sur le rendement, c'est très important une fois qu'on conserve des cryptos, de faire fructifier ces crypto-monnaies et de générer du rendement sur ces crypto-monnaies. C'est vraiment dommage de laisser de l'argent qui dort, que ce soit en stablecoin ou en Ether ou autre. Il y a moyen de faire beaucoup de choses dans la finance décentralisée, de découvrir des nouveaux projets avant qu'ils se lancent. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réserver un appel avec moi et on parlera de tout ça. Alors c'est pas pour les petits portefeuilles, je vous le dis, il y a un petit formulaire aussi à compléter. Et si ça match, on pourra échanger sur le sujet. Ensuite, on va parler de World Liberty Financial, la crypto de Donald Trump qui est en train d'activer sa transférabilité. Ça devrait avoir lieu dans les 2 mois. Et World Liberty Financial, c'est quelque chose que j'ai présenté à tous sur cette chaîne. J'ai pas investi dessus, mais j'avais dit à l'époque, on est sur un projet valorisé à 1,5 milliard $. Le projet, il voulait pas faire de sold out. Ça arrivait pas, il n'y avait pas de traction autour de ce projet. Justin Sun est arrivé, là les gens ont commencé à investir. Justin Sun a réinvesti, il a mis dans les 70 millions de $. C'est parmi ceux qui ont vraiment sauvé World Liberty Financial leur vente. Il y a eu ensuite les divers, les mêmes coins, etc. Qui ont aidé. Mais vraiment, il y avait cette opportunité qui était accessible à tout le monde. J'avais dit à l'époque, voilà, on est typiquement sur quelque chose où tout le monde a les mêmes informations. Et pourtant, c'est pas en train de sold out. Et en fait, ce qu'on est en train de voir dans le pré-market, c'est que le jeton est en train de se vendre à un x10 de la valorisation par rapport à ceux qui ont investi en premier, lors de la première phase de l'ICO, quand ça voulait pas se vendre, x10. Et même ceux qui ont investi plus tard, on est un x3 à peu près. On a une market cap de 16 milliards $. L'ICO, ça a commencé autour de 1,5 milliard $ et c'est monté jusqu'à 5 milliards à peu près. Donc, dites-moi si vous en commentaire vous avez investi sur World Liberty Financial. Je suis curieux de savoir si vous l'avez vu même sur ma chaîne ou pas. Mais voilà, j'aimerais savoir votre avis sur ça. Je pense que ceux qui ont investi vont faire un bon coup. Je pense que le x2 minimum. Moi, j'avais pas investi parce que j'avais pas forcément envie et j'avais de liquidité sur d'autres choses. Mais en fait, souvent, les bonnes opportunités en crypto sont vraiment clivantes. Ou ne sont pas clairement, ne sont pas obvious, quoi. C'est pas clair dès le début que c'est une bonne idée d'investir dans ce projet-là. C'est souvent des choses qui sont à la marge, des choses qui sont pas vraiment aimées. Alors ça veut pas dire qu'il faut investir sur tous les trucs inconnus, etc. Mais voilà, quand vous avez quelque chose qui est extrêmement populaire, c'est pas forcément un bon investissement. L'exemple que je prends, c'est par exemple Pump.fun. Pump.fun, j'en ai parlé, la vente elle a été énorme, elle a sold out rapidement, il y a eu une petite montée au départ, on était à 50% du prix par rapport de la vente, mais là ça a baissé, on se retrouve au prix de la vente, 0,004, c'est le prix de lancement tout simplement. Vous avez vu tout l'engouement autour de Pump.fun, il y a eu beaucoup de choses, quand il y a beaucoup de bruit, généralement c'est pas disons que vous êtes potentiellement l'exit liquidity des projets des investisseurs à une valorisation déjà élevée. Je l'avais dit, c'était dans les 4 milliards de dollars de mémoire. Bref, tout ça pour dire que faut bien analyser les projets et j'adore les cryptos pour ça. C'est que c'est l'une des rares manières d'investir où au final tout le monde peut investir sur certains projets quasiment avec le même risque et les mêmes opportunités. Bien sûr, on n'est pas comme les VC, ils ont l'accès aux événements avant, mais les ICO, et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que les ICO ont disparu. À un moment, c'était vraiment intéressant les ICO, mais c'est dommage que ça a disparu parce que ça
donner l'opportunité au grand public d'investir sur des projets très tôt. Alors il y avait beaucoup de scams malheureusement, mais au moins il y avait cette capacité à investir très tôt sur les projets et malheureusement là on n'a plus ça avec les VC, il y a que quelques petites ICO, je vous l'ai dit là, on a eu Pump, enfin quelques petites ICO, je parle d'ICO en centaines de millions de dollars, Pump, on a eu l'ICO de Donald Trump, World Liberty Financial, mais il y en a vraiment beaucoup moins. Je pense que ça va revenir un peu parce que les gens en ont marre des airdrops, de passer du temps à faire plein de transactions pour pas grand chose à la fin, alors que les ICO, au moins c'est clair, on met de l'argent, on investit, on regarde ce que ça donne. On va revenir d'ailleurs sur WLFI. Est-ce que vous savez que WLFI, c'est World Liberty Financial, hein, c'est un fork de AV, avec AV qui détient de mémoire dans les 7% de la supply de World Liberty Financial, donc c'est juste énorme, hein, plus une partie des bénéfices, donc AV va vraiment profiter de tout ça, et ça veut dire que la trésorerie d'AV va grandement augmenter grâce à World Liberty Financial, donc bonne nouvelle pour AV. Et AV, ils ont fait quelque chose de similaire, ça vient de passer, la VDAO a voté pour autoriser Kraken et la blockchain de Kraken Inc. à lancer une version de AV sur Inc. Donc sur cette blockchain-là, qui sera centralisée dans un premier temps, il n'y aura pas de gouvernance, ça sera uniquement la fondation Inc. qui va décider de comment ça marche, et Kraken va toucher 5% à peu près des frais générés. Donc ça fait vraiment de l'argent encore pour la trésorerie de AV. Je disais Kraken, je parlais de AV va toucher 5% des frais générés, c'est plutôt bien. C'est basé sur les taux d'emprunt, sur la quantité qui va être empruntée. Donc de l'argent plus pour AV, bonne nouvelle pour AV. Kraken aussi qui essaye de développer Inc. Il y a un peu de mal à se développer. Ils ont lancé un jeton, mais il n'y a pas grande utilité. C'est uniquement pour faire de l'incitation financière, et ils auront cette incitation sur des protocoles, et ils auront potentiellement 4% d'un futur token de gouvernance. Sachant que par exemple pour Liberty Financial, vous avez dit c'était 7%, donc AV aura 4% des jetons de Inc. Potentiellement plus tard. Donc ça aussi c'est intéressant. Après, Future Governance Token Supply. Je pense que c'est ça. La question c'est est-ce que les 4% c'est du jeton que lancerait en plus ce nouveau fork de AV, ou le jeton de gouvernance de Kraken, c'est-à-dire de Inc., c'est-à-dire le jeton Inc. Je pense que c'est plus Inc. Et de toute façon, AV, ils essaient vraiment de générer le plus possible de revenus, et ça marche bien. C'est l'un des leaders, voire le leader de la finance centralisée. Ils ont une trésorerie, ils gagnent de l'argent, ils sont bénéficiaires, et sans forcément mettre de l'incitation financière. C'est un bon produit, il est sécurisé. Et ça marche bien, et c'est en train de conquérir plein d'autres blockchains en fait grâce à ces forks qui leur apportent de l'argent. Ensuite, on va parler de Ethena. Ethena est juste en hausse, ça augmente pas mal Ethena. Sur une semaine, ça a pris environ 40%, on peut le voir. On est passé de 2 milliards de market cap à 3,5 milliards de market cap. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Ethena? Ethena, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, comment générer du rendement sur Ethena. Ethena, ils ont un stablecoin, l'USDE, qui permet de générer du très bon rendement sur les stablecoins. Et il n'y a pas encore de fee switch, il n'y a pas encore de partage de revenus sur le jeton ENA. Mais avec les dernières avancées de l'USDE, on est en train de se rapprocher de ce fee switch. Pourquoi? Parce que les paramètres pour activer le partage de revenus de ce fee switch sont clairement définis. Il y en a 4, et on vient maintenant il y en a 3 qui ont été atteints, donc il ne reste plus qu'un dernier. Et il faut encore améliorer un peu le taux de rendement par rapport au rendement, au benchmark des rendements. Bref, c'est quelque chose qui va se faire aussi, et les gens sont en train de dire on s'approche du partage du revenu pour les gens qui ont de l'ENA staké, et ça a apporté une réelle utilité au jeton ENA. Les gens attendent ça avec impatience, sont en train de spéculer sur tout ça. Il y a un vrai usage de l'USDE, il y a des revenus qui sont générés, il va y avoir un partage de revenus, vraiment plein de bonnes choses autour de ce projet. Il y a une inflation qui est un peu élevée sur Ethena, clairement. Il leur reste à peu près plus de la moitié des jetons à distribuer, donc attention. Mais voilà, si ça vous intéresse d'être exposé à un jeton de la DeFi, vous pouvez vous l'acheter si vous voulez. Sur Bitvavo par exemple, c'est un exchange partner de la Chine, il y a 10 € offerts sur Bitvavo. Le jeton ENA, il est disponible ici, on peut voir le prix, on peut voir le graphique, on peut voir que ça a pas mal monté ces derniers jours. Et Bitvavo, c'est vraiment des frais très bas, 0,25% sur les paires euros, sur les paires stablecoin USDC, on est à 0,05%. Bref, n'hésitez pas, ça vous intéresse, les frais pour envoyer un virement, c'est gratuit. Bref, c'est vraiment une plateforme que je recommande et qui me soutient depuis quelques mois, donc je les remercie aussi. Ensuite, depuis qu'ils me soutient plus, j'ai dit quelques mois, je crois que ça fait plus d'un an que je travaille avec eux, voire beaucoup plus. Allez,
On continue maintenant avec le Genius Act. Ça a été signé par Donald Trump, c'est bon, c'est fait. C'était très attendu aussi. Et désormais, on a un cadre réglementaire clair pour les stablecoins aux États-Unis. Et moi, ce dont je voulais vous parler, c'est Tether. Tether qui a un peu changé sa position sur le sujet. Avant, il disait non, on va pas se mettre en conformité avec le Genius Act, on va lancer notre propre stablecoin, etc. Ce qui respecte le Genius Act, mais l'USDT non, et ben là, ils sont en train de changer. Ils sont en train de dire que déjà, ils vont ramener pas mal de leur opération, donc ils vont migrer, ils vont lancer des filiales aux États-Unis, et ils vont ramener vraiment du business aux États-Unis, et ils vont toujours lancer leur stablecoin qui va respecter le Genius Act, mais ils espèrent aussi mettre en conformité l'USDT. Et ils ont dit, on a 3 ans pour le faire, on a le temps. Ils ont dit on a fait 14 milliards de bénéfices l'année dernière, donc ça va être facile. S'il y a besoin de changer des choses, on va les changer. On a l'argent pour les changer. Et c'est intéressant de voir que Tether ne veut pas laisser à Circle les États-Unis. Et ils ont raison. Même si les marchés émergents, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais si Tether n'est plus disponible sur les exchanges américains et sur les diverses plateformes américaines, ça va poser vraiment problème pour ce jeton qui risque de perdre des parts de marché. On revient maintenant à l'adoption du BTC Ether. Il y a une société américaine, Charles Schwab, qui est très connue par les investisseurs, très utilisée par des millions d'investisseurs aux États-Unis. Et bien enfin, ils ont dit qu'ils allaient se lancer sur le trading de BTC et d'Ether. Encore une fois, on voit bien BTC, Ether à part entière, et qu'ils veulent vraiment concurrencer Coinbase sur l'aspect retail. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant de voir que les sociétés vraiment historiques qui refusaient de se lancer dans les cryptos sont en train de changer. Et c'est énorme, hein. C'est quelque chose qui va se développer. On a vu Robinhood, mais eux, ils sont déjà assez orientés vers un public jeune. Charles Schwab, c'est beaucoup plus large. Charles Schwab, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils disent qu'ils ont environ 20% de tous les US Spot Crypto Exchange Traded Products. Donc ils sont vraiment déjà permis à leurs utilisateurs d'acheter le marché spot des ETF, mais que les clients veulent aller vraiment acheter des cryptos. Et c'est bien, les gens commencent par les ETF, ensuite ils découvrent les cryptos, la self-custody, etc. Et c'est une bonne chose. Ensuite, il y avait une news dont je voulais vous parler, je m'étais mis une sauvegarde de ça pour ce week-end, je sais pas si c'était vendredi ou samedi, c'était le 20 juillet, peut-être dimanche. Il y a quelques jours, il y a un compte anonyme qui a publié énormément d'informations sur Ondo et sur des choses qui n'étaient pas nettes sur Ondo, que c'était un comportement prédateur, qu'il y avait... Bref, beaucoup de choses d'ailleurs que j'avais dit en partie dans la vidéo que j'avais fait sur Ondo, où je disais des choses qui n'allaient pas sur la survalorisation d'Ondo par exemple. Et là, le compte a complètement disparu. Il a dit, suite à des problèmes juridiques, que je dois fermer le compte. Voilà, je dois fermer le compte. Due to legal concern, this account is being shut down. Donc peut-être sûrement des menaces de Ondo. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, il y a des gens qui commencent à parler de tout ça, commencent à parler de Ondo et de cette tokenomics et surtout de ce... Moi, si vous avez qu'une chose à retenir sur Ondo, c'est que la société Ondo, pour moi, elle est bien. Le produit, ils sont bien. Les produits tokenisés sur la blockchain, il n'y a pas de souci. C'est juste que le jeton Ondo ne sert à rien, quasiment à rien. Donc je vais pas me répéter, j'ai fait toute une vidéo aussi sur le sujet. Vous cherchez Ondo Crypto Flash, vous allez trouver. Mais il y a un gros sujet sur le jeton Ondo et l'utilité de ce jeton Ondo qui malheureusement ne sert quasiment à rien à part gouverner un petit protocole de finance décentralisé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Désolé, j'étais un peu plus long que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de news. J'avais un avis à vous partager sur l'Ether et les cryptos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. D'ailleurs, ces vidéos où des fois je fais un peu plus long que d'habitude, ou si vous préférez vous limiter uniquement à 10-15 minutes de news. Je verrai, parce que la question, je me pose souvent, est-ce que je divise en deux ce type de vidéo? Je aurais pu faire par exemple toute une vidéo unique, une vidéo plutôt dédiée sur l'Ether, les prédictions de prix et mes convictions sur tout ça, et une vidéo sur les news. On aurait pu faire 2 vidéos de 10 à 15 minutes. Donc n'hésitez pas à m'indiquer qu'est-ce qui est le mieux selon vous. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.